Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2936 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 16 mai avec quelques anniversaires et tout d'abord celui de Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, notre joueur fête ses 22 ans aujourd'hui. C'est l'arrière gauche de l'Olympique de Marseille, Quentin Merlin. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, deux rencontres. C'était deux matchs en retard. Tout d'abord l'OGC Nice contre le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain stoppe cette très mauvaise série qu'ils avaient là depuis quelques jours avec 3 défaites d'affilée, les 2 matchs contre Dortmund et un match contre Toulouse. Ça y est, ils ont enfin retrouvé la victoire, une victoire 2-1 du côté de Nice. Bradley Barcola et Zagué ont été les deux buteurs côté parisien contre un but de Mohamed Ali Chaud côté OGC Nice, donc ça n'a pas suffi pour Nice. Donc le PSG, bon, déjà champion, mais le PSG retrouve, on peut dire, la victoire, les 3 points. Donc les statistiques, bon, ça a été un match serré, on peut voir les tirs cadrés, tout ça, c'est quasiment pareil, les tirs cadrés, 4 tirs cadrés pour les deux équipes, ça aurait pu finir en match nul, ça finit en faveur du Paris Saint-Germain. Et la une aujourd'hui du journal Équipe, ça parle de l'homme du match, Bradley Barcola, parce qu'il a été très bon, il a marqué et il a fait la passe D pour le deuxième but du PSG. Donc Bradley Barcola en campagne, auteur d'un but et d'une passe D, l'attaquant parisien fait son festival au bon moment puisque Didier Deschamps annoncera aujourd'hui la liste des Bleus pour l'Euro 2024. Ça sera ce soir à 20h sur TF1. On en parlera tout à l'heure, la liste des Bleus. Et c'est vrai qu'avec le bon match qu'il a fait hier, il y a peut-être des chances de le voir dans cette liste. N'oubliez pas qu'il n'a jamais joué avec l'équipe de France A, Bradley Barcola. Et c'est vrai qu'il a marqué des points, que ce soit avec le match d'hier ou même lors des semaines précédentes. On a pu voir qu'il a répondu souvent présent lors des matchs importants, que ce soit bien sûr en Ligue des Champions ou en Ligue 1, avec son club du PSG. Et on peut voir qu'il a obtenu une très belle note de 8 sur 10. Donc très bon match de la part de Bradley Barcola contre l'équipe de Nice hier. A noter les gars que Dembélé, Mbappé, tout ça, ils étaient tous forfaits pour la rencontre. Et l'autre buteur, c'est le jeune Yoram Zagué qui a inscrit son premier but en Ligue 1 le jour de ses 18 ans. Parce qu'hier, même si j'ai oublié de le dire, hier, il a fêté ses 18 ans, le jeune Zagué. Il a marqué le deuxième but du match sur une passe D de Bradley Barcola. Et concernant l'équipe de Nice, de grosse ambiance à l'Alliance Riviera de Nice au moment d'accueillir le PSG. Les joueurs de Farioli peuvent encore aller chercher une qualification Ligue des Champions, mais il faut absolument s'imposer contre le PSG. Voilà, on sait qu'il y a eu défaite pour l'équipe de Nice et du coup c'est officiel, Nice ne pourra plus rattraper les 4 premiers, donc Nice finira sûr à la 5e position vu qu'il ne reste plus qu'une journée. Puis voilà, ils ne peuvent plus se faire rattraper, mais ils ne peuvent plus non plus rattraper ceux qui sont devant, donc finiront 5e et joueront l'Europa League la saison prochaine. L'équipe de l'OGC Nice. Et il y avait un autre match entre l'équipe de Reims et l'équipe de l'OM. Et c'est le Stade de Reims qui fait une très bonne opération, s'imposant 1-0. En plus, un but contre son camp. Donc Mbamba a marqué contre son camp côté Olympique de Marseille. Donc voilà, pas non plus une grosse défaite, petite défaite pour l'OM, mais avec de grosses conséquences parce que là, ça sent pas bon du tout. Pour jouer une compétition européenne, il y a même très peu de chances que Marseille joue l'Europe la saison prochaine. Donc pourtant l'OM a quand même dominé cette équipe de Reims avec plus de tirs, plus de possession, plus de tout que l'équipe de Reims. A quand même 20 tirs pour l'Olympique de Marseille, le double par rapport à Reims qu'on a eu 9. Mais voilà, Marseille pas du tout efficace les gars, 20 tirs, seulement 3 tirs cadrés, 0 but inscrit. Et du coup Marseille s'incline de nouveau et l'OM au tapis. C'est que l'OM les gars, ils ont 2 facettes cette saison. Ils ont une équipe à domicile qui est très performante, à l'extérieur c'est un gouffre, il y a vraiment une différence de niveau quand ils jouent loin du Vélodrome et ça se ressent encore hier. Il a eu une journal d'équipe aujourd'hui. Donc OM dépité européen, donc encore battu à l'extérieur. Les Marseillais n'ont plus qu'une faible chance de se qualifier dimanche prochain pour une Coupe d'Europe. Donc voilà, je vais vous dire comment ils pourraient se qualifier. Mais ça va être très très compliqué. Donc tout d'abord, on va parler de 2 cadres quand même du côté de l'OM qui ont énormément déçu. Donc Kondogbia, le capitaine, une note de 2 les gars, 2 sur 10. C'est un très mauvais match. C'est comme si Marseille jouait avec un joueur moins. La même chose pour Aubameyang. C'est que note de 2 également. C'est comme si Marseille jouait avec 2 joueurs en moins avec ces 2 joueurs qui ont été fantomatiques hier. Côté Olympique de Marseille, c'est surtout 2 cadres, le buteur et le capitaine, tout ça, qui sont passés complètement à côté de leur rencontre. Il y avait 47 points pris en 33 matchs. Donc Marseille réalise son pire total de points à ce stade du championnat sous Franck McCourt, le propriétaire de l'OM. Donc les Marseillais ont de fortes chances de ne jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. Puis ça sera un miracle, vraiment, si Marseille venait à accrocher une place européenne. Et Marseille a de nouveau pris un but. Et en concédant l'ouverture du score à Reims, Marseille devient la seule équipe à n'avoir réalisé aucun clean sheet à l'extérieur cette saison. Toutes les autres équipes, il y a en tout 18 équipes, donc les 17 autres équipes de la Ligue 1, elles ont toutes fait au moins un match à l'extérieur cette saison sans prendre de but. Marseille est la seule équipe à avoir toujours pris un but à l'extérieur cette saison. Et pour vous montrer le bilan de l'OM à l'extérieur, c'est pas possible pour une équipe qui vise, bon, peut-être pas le titre parce qu'on sait qu'il y a
Enfin, il y a un monde d'écart quand même entre le PSG et Marseille, mais pourquoi pas accrocher au moins le podium, ça c'est totalement réalisable pour l'OM. Alors voilà, quand tu gagnes 2 matchs seulement sur je sais pas combien de déplacements, bah, c'est pas possible. 2 victoires, 5 nuls, 9 défaites. Donc 17e équipe de Ligue 1 en dehors de leur base. Voilà, si on faisait un classement à l'extérieur, il sera avant-dernier. Il descendra en Ligue 2 si les matchs de Marseille se jouaient tout le temps à l'extérieur. Donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement du côté de Marseille de flopper autant. Et Jean-Louis Gasset a honte ce soir. Il est en interview à la fin du match. Il a dit qu'il ne comprenait pas son équipe, qu'il avait honte. Et même, Leonardo Balerdi, on a fait de là. Bon, vous savez c'est quoi le mot après. Voilà. On va pas le dire, mais voilà. Que ce soit lui ou même tous ses coéquipiers ont tous fait le mot là qui voulait dire. Et Paul Lopez, les gars, ne mâche pas ses mots après la nouvelle défaite de l'OM. C'est tout ce qu'on mérite. On mérite rien cette saison. Dès qu'on avait une opportunité de faire quelque chose, on a raté. Sur le terrain, il manque beaucoup de choses. On aurait dit que c'était eux qui jouaient pour l'Europe et nous rien. Maintenant, il faut attendre un miracle. Et voilà, miracle, c'est très très compliqué pour l'OM de l'atteindre. Et côté Reims, donc première victoire du stade de Reims, version Samba Diawara, et une belle victoire face à l'OM en plus. N'oubliez pas que c'est lui qui a remplacé Will Steele, qui a été viré il y a à peu près 2 semaines. Donc lui étant entraîneur de Reims encore pour le dernier match. Puis après, normalement, un nouveau coach arrivera du côté de Reims. Voilà, première victoire pour lui en tant que coach intérimaire, on peut dire, du côté du stade de Reims. Donc le classement, donc ça bouge pas, donc le PSG bien sûr en tête. Donc concernant l'équipe de Brest, les gars, Brest 4e et officiel, Brest jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Bretons sont assurés de finir 4e de Ligue 1 au pire des cas, donc soit 4e voire 3e. Ils peuvent encore grappiller une place, mais ils peuvent plus se faire revenir parce que regardez, on est toutes les équipes ont joué 33 matchs, il y a 34 journées, il reste plus qu'une journée, donc il reste plus que 3 points donnés. Donc Nice, comme j'ai dit, ils sont sûrs de finir 5e parce que Nice a 4 points d'écart avec Brest. Donc voilà, même si Brest perd et Nice gagne, ils seront toujours derrière. Donc Brest jouera la Ligue des Champions, enfin au moins les barrages. Après, est-ce qu'ils passeront devant Lille ou non, ça on verra à l'ultime journée. Donc Monaco sûr de terminer 2e, donc le PSG sur premier. Et concernant l'OM, j'ai dit que j'avais montré que c'est très compliqué. Donc Marseille 8e, donc 47 points, Lyon 50 points. Donc n'oubliez pas que la 7e place peut être qualificative. Si le PSG gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour l'Europa League. Donc voilà. Donc après Lyon, les gars, regardez Lyon, ils ont 3 points d'avance sur Marseille. Lyon, en gros, il leur suffit juste d'un match nul lors du dernier match contre Strasbourg. Et voilà, Lyon sera sûr d'être devant Marseille. C'est fou, Lyon, les gars. Il y a 2 mois, il y a 2 mois et demi, ils étaient derniers. Ils avaient je sais pas combien de points de retard sur Marseille. Ils vont finir certainement devant Marseille cette saison en Ligue 1. C'est totalement fou. La remontée de Lyon et la descente totale de l'OM qui va certainement finir 8e. De ce championnat de Ligue 1. Et pour revenir les gars sur Brest, donc c'est exceptionnel ce qu'il a pu dire Eric Roy par rapport à cette qualification bien sûr en Champions League. On quitte la France, direction l'Angleterre. Il y a aussi 2 matchs en retard hier. On commence tout d'abord avec cette belle affiche à Manchester United contre Newcastle, et c'est Manchester United qui s'est imposé 3-2. Kobbie Mainoo, Amad Diallo et Ojlund en toute fin de match contre but de Gordon et Lewis Hall. Donc voilà, belle victoire de Manchester United qui a pris quand même quelques revers là ces derniers temps. Ils avaient perdu contre Arsenal 1-0, ils avaient pris un 4-0 à Crystal Palace. Voilà, ils ont retrouvé la victoire. Bon, c'est un match compliqué bien sûr pour Manchester, mais bon, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de tirs cadrés dans le match, 8 tirs cadrés pour les 2 équipes, et c'est Manchester qui a été plus efficace que les Magpies. Donc félicitations à cette équipe, et c'est vrai que les 3 buteurs côté Manchester United, c'est 3 jeunes joueurs. Donc Kobbie Mainoo les gars, 19 ans, Diallo 21 ans et Ojlund 21 ans. Voilà, c'est que des jeunes joueurs qui ont marqué du côté des Red Devils. Et concernant Amad Diallo, 21 ans, buteur et passeur D, décisif sur 2 des 3 buts inscrits de son équipe. Donc gros match de sa part. On peut voir qu'il a fait la célébration un peu que celle d'Arda Güler qui font souvent. Arda Güler fait souvent quand il marque. Diallo a fait la même chose hier lors de sa célébration. Et c'est vrai que Amad Diallo, donc il est sorti en fin de match à la 82e minute de jeu, et 2 minutes après, celui qui rentre, qui l'a remplacé, c'est Ojlund, et 2 minutes après il marque les gars sur son premier tir. Ojlund les gars qui a marqué hier son 9e but en première ligue cette saison pour le Danois, qui signe une première saison pas parfaite mais prometteuse. C'est vrai qu'il y a des périodes, en plus j'en ai parlé il y a quelques jours, il y a des périodes où c'était en janvier je crois, il marquait but après but, 5 matchs d'affilée, puis il y a des périodes là avant ce but qu'il a marqué hier, pendant 5-6 matchs il n'a pas réussi à marquer. Donc voilà, en gros ça peut les montagnes russes, on va dire la saison, on peut dire, de Ojlund cette saison du côté de Manchester. Et Erik ten Hag à la fin de la rencontre, donc il a pris le micro pour s'exprimer devant les supporters. Donc il s'est exprimé sous quelques sifflets bien sûr, parce que même si l'équipe s'est imposée, Manchester est très loin en classement. Et il a dit je vous promets que ces joueurs donneront tout pour remporter la coupe et l'amener à
Old Trafford parce que Manchester United, il leur reste plus qu'un match cette saison. Ça ne sera pas à domicile, ça sera à l'extérieur. Donc là, c'était leur dernier match à domicile pour Manchester. Il a dit voilà, c'est aux supporters qui vont essayer de gagner la FA Cup contre Manchester City. C'est la finale qui se jouera le 25 mai, en même temps que la finale par exemple du PSG contre Lyon. Donc voilà, il dit que ces joueurs donneront tout pour remporter bien sûr cette FA Cup et éviter, on peut dire, une saison blanche du côté de Manchester United. Et pour ce dernier match à domicile, on peut voir qu'Anthony Martial et Raphaël Varane ont dit au revoir à Old Trafford parce que les deux joueurs français sont en fin de contrat en fin de saison, ils ne vont pas rester à Manchester United. Donc voilà, les deux peuvent rejoindre le club qu'ils souhaitent librement. Regardez, Varane, les gars, toute fin de match, il est resté seul au milieu de la pelouse. Lui qui est arrivé en 2021, il aura passé 3 ans du côté de Manchester United. Et il y avait un Brighton-Chelsea également hier, et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-1 de Cole Palmer, bien sûr, un buteur quand Chelsea marque. Cole Palmer est souvent, on va dire, dans les bons coups. Et Christopher Nkunku a également été buteur. À noter que Reece James après un rouge. Et du coup, Welbeck a permis à Brighton de au moins sauver l'honneur à la 97e minute de jeu, mais belle victoire de Chelsea. Donc 13 tirs, 6 tirs cadrés pour Chelsea, 2 buts inscrits. Brighton a eu moins de tirs cadrés, 2 tirs cadrés seulement pour Brighton. Donc logiquement Chelsea s'est imposé, et on va parler tout d'abord de Christopher Nkunku parce qu'il a vécu une saison très compliquée, beaucoup de blessures, tout ça, et il a marqué, il a fait une célébration ballon. Pourquoi il fait la célébration ballon gonflable là? Parce que son fils est un grand fan de ballons gonflables, bien sûr, pas les autres ballons qu'on peut voir des fois où c'est n'importe quoi de prendre ça. Bref, donc voilà pourquoi il fait cette célébration tout simplement. Christopher Nkunku, on est content surtout déjà qu'il ait joué et qu'il ait marqué. Après, par exemple, ce soir, vous savez qu'il y a la liste de Deschamps. Est-ce qu'il sera dans la liste? Ça, c'est pas sûr parce qu'il revient seulement de blessure. On est content pour lui, bien sûr, pour Christopher Nkunku. Et l'autre buteur, c'est bien évidemment lui, les gars, Cole Palmer. Il vient d'inscrire en 33 matchs de Première Ligue cette saison son 22e but. 22 buts et 10 passes D. Il est décisif sur 32 buts et passes D en 33 matchs de Première Ligue. Ils ont fait une saison exceptionnelle et c'est simple. Dans les 5 gros championnats européens, son cumul but plus passe D, il est le 3e. Derrière Harry Kane, le premier, 44 buts et passe D cumulés avec le Bayern. Kylian Mbappé, 34 buts et passes D cumulés. Et lui, comme j'ai dit, 22 buts et 10 passes D, ce qui fait 32. Donc voilà, il y a seulement Mbappé et Harry Kane qui ont été plus buteurs et passeurs D que Cole Palmer cette saison, pour montrer la saison exceptionnelle bien sûr du joueur anglais. Et Cole Palmer, donc si on rajoute les autres compétitions bien sûr, donc il monte son total à 27 buts et 14 passes D en 47 matchs. Donc voilà, la grande saison bien sûr du joueur anglais qu'on verra certainement jouer l'Euro bien sûr avec l'Angleterre l'été prochain. Et concernant l'équipe de Brighton qui a perdu 2-1, donc Brighton ils sont en roue libre totale. Bon, ils sont maintenus Brighton, mais regardez cette équipe les gars, sur les, je sais pas, il y a combien, j'ai pas compté, il y a à peu près une dizaine de matchs, ils ont gagné seulement un match contre Aston Villa 1-0. Ils ont beaucoup de défaites contre Chelsea, contre Bournemouth, contre City, contre Arsenal, contre Liverpool. Voilà, ils ont quasiment perdu tous leurs matchs là. Donc en roue libre totale. Cette équipe de Brighton qui est actuellement 10e au classement. C'est vrai qu'ils n'auraient pas fait cette fin de saison catastrophique. Ils auraient pu peut-être viser une place, on peut dire, européenne. Donc le classement, donc City bien sûr en tête, 2 points d'avance sur Arsenal. Donc l'ultime journée décidera. Parce que là, du coup, avec ces 2 matchs hier, voilà, maintenant toutes les équipes ont joué 37 matchs. Il ne reste plus qu'une journée. Tous les matchs ont eu en même temps. Parce qu'il y a pas mal de multiplex. Dimanche, les gars, il y a le multiplex de Première Ligue à 17h. Tous les matchs en même temps. Ensuite, c'est la Liga, je crois, qu'à 19h. Et après, c'est la Ligue 1 à 21h. Voilà, dimanche, grosse journée football. Bref, donc voilà les gars, tout d'abord le classement. Donc on connaît déjà les 4 premiers. Les 4 premiers là, dans l'ordre, ça peut encore beaucoup bouger. Avec le premier et le deuxième. Et par rapport aux équipes qualifiées en Ligue des Champions, ça sera les 4 là. Tottenham est sûr de jouer l'Europa League. Puis après, il y a l'Europa Conference League, bien sûr, où il y a des places à prendre. Manchester, Newcastle et Chelsea. Voilà, ces 3 équipes là vont jouer la 6e place. Je crois que la 7e place est aussi qualificative pour une Coupe d'Europe. Donc on verra. Tout sera défini et décisif et voilà, on saura tout bien sûr, on peut dire dimanche à la fin des rencontres. Et concernant le maintien, donc Sheffield et Burnley ils sont sûrs d'être relégués, et Luton Town les gars, donc 26 points, donc il y a plus que 3 points à donner, donc ils peuvent revenir sur Nottingham. Bon après moins 31 en différence de but et moins 19, il faudrait qu'ils gagnent leur dernier match quasiment avec 10 buts d'avance, remonter 10 buts par rapport à Nottingham, donc ça sent très mauvais, on peut dire, pour Luton Town. Et concernant Arsenal, je dis Arsenal les gars, 2e, mais Arsenal a été longtemps premier. N'oubliez pas quand au Boxing Day, quand on était à la moitié de la saison, ils étaient premiers. L'équipe des Gunners, c'est ça qu'ils ont beaucoup floppé.
en fin d'année 2023. Regardez les matchs, les gars, du 9 décembre, 12, 17, 23 décembre jusqu'à janvier. Regardez tous les matchs avec beaucoup de rouges et beaucoup de défaites. C'est peut-être là où ils ont perdu le titre, tout simplement, l'équipe d'Arsenal. Ils ont perdu contre West Ham, contre Fulham, contre Liverpool. Voilà, tous ces matchs perdus. Et du coup, à la fin du compte, Manchester City a su les repasser devant eux. Et du coup, peut-être ils vont gagner, bien sûr, le championnat, cette équipe de City. Et Ange Postecoglou critique les fans de Tottenham qui voulaient perdre hier parce que vous savez qu'il y avait Tottenham, Manchester City. Il y avait des fans de Tottenham qui voulaient que City gagne contre Tottenham, leur propre équipe. Pourquoi? Parce que Tottenham et Arsenal, ils ne s'aiment pas trop, bien sûr. Donc, ils préféraient que les fans de Tottenham, ils préféraient que ce soit City qui gagne le championnat plutôt qu'Arsenal, leur rival, on peut dire, historique. Il a dit: je ne le comprendrai jamais. J'ai participé à l'une des plus grandes rivalités avec le Celtic et les Glasgow Rangers. Mais vouloir que son équipe perde, je ne comprendrai jamais. Voilà, il ne comprend pas en gros ses supporters qui voulaient que leur propre équipe perde pour que Arsenal ne gagne pas tout simplement le championnat. Et toujours avec cette pelle, parce qu'il y a aussi d'autres infos, les gars, les meilleurs buteurs de Première Ligue sur les 3 dernières saisons. Et on peut voir le premier, les gars, c'est quand même Erling Haaland, 63 buts devant Salah, 60 buts. Et Hugminson, 50 buts. Mais Erling Haaland n'a joué que 2 saisons. 2 saisons seulement. Et là, on prend sur les 3 dernières saisons. Pour montrer que c'est exceptionnel comme ce qu'il réalise. Erling Haaland. Et David Moyes, donc sur le fait d'empêcher Manchester City de remporter la Première Ligue. Donc déjà une petite erreur de ma part que j'ai pu voir dans les commentaires. Merci à ceux qui me l'ont dit. Hier, j'avais dit que City allait jouer son dernier match à l'extérieur à West Ham. Non, ça sera une réception pour City. City recevra l'équipe de West Ham, ça change un petit peu. Bref, donc il a dit, David Moyes, donc il serait même difficile d'empêcher leur U14 de remporter le titre. Il dit en gros que c'est très compliqué pour West Ham de gêner l'équipe de City pour le dernier match. Voilà, pour qu'ils ne gagnent pas le championnat parce qu'ils seront tellement motivés, bien sûr, City, en plus devant leur public. Et toujours avec la Première Ligue, et grosse info également, les clubs de Première Ligue pourraient décider de supprimer la VAR. Donc un vote sera organisé prochainement pour que chaque club décide si la VAR sera de la partie en Première Ligue la saison prochaine. Donc sur les 20 clubs, il faudra au moins 14 clubs qui disent qu'on n'en veut plus de la VAR pour valider la décision de supprimer la vidéo la saison prochaine. En gros, c'est l'équipe de Wolverhampton qui a l'origine de cette demande. Donc le vote aura lieu le 6 juin prochain. Voilà, tous les clubs donneront leur oui ou leur non pour garder ou non la VAR. Donc comme je dis, il faut au moins 14 qui disent qu'ils ne veulent plus la VAR. C'est pas la moitié, non, c'est 14 les gars. Donc voilà, ça va être compliqué, mais on sait jamais les gars. Donc regardez, pour vous, le football, tiens sur ActuFoot, le football c'est mieux avec la VAR ou sans la VAR. Plus de 14 000 votes, et la plupart 65% mis avec la VAR. Et sur même Twitter, la même chose, Instant Foot aussi, pour voir avec la VAR, sans la VAR. Et aussi, regardez, aussi un gros pourcentage, à peu près 61% ont mis aussi avec la VAR. Donc la plupart, bien sûr, disent que la VAR c'est mieux. Même moi, les gars, je soutiens totalement la VAR. C'est vrai que des fois, ça prend un peu de temps. Mais le football est beaucoup plus juste avec la VAR. Il n'y a rien à dire, les gars. Ça aide énormément les arbitres. Ça va tellement vite des fois. Et des fois, ça a tellement de conséquences, on peut dire, lors des rencontres, que oui, la VAR, c'est bien dans le football. Après, bien sûr, il y a des équipes comme Wolverhampton ça passe pas pour eux, et c'est pour ça qu'ils aimeraient annuler cette VAR. Donc on verra, comme je dis, c'est à 14 équipes qui refusent la VAR la saison prochaine. Il n'y aura plus de VAR du côté de la Première Ligue. Et toujours avec la Première Ligue, pour vous dire, c'est un championnat un peu à part, avec le championnat homme où on décidera lors de l'ultime journée qui sera champion. Et c'est pareil chez les femmes, les gars. Donc on a 21 matchs joués, donc il y en a 22 de journée, parce qu'il y a 12 équipes du côté de la Première Ligue féminine. Et ça va se jouer entre Chelsea et Manchester City. Les deux équipes sont à 52 points. Donc Chelsea, premier, ira défier l'équipe de Manchester United, les filles. Et City, deuxième, ira défier l'équipe d'Aston Villa. Donc c'est simple, les gars. L'équipe qui gagnera. Donc pour l'instant, c'est Chelsea qui a meilleur goal average. Donc voilà, tout peut arriver aussi du titre de la première division féminine de Première Ligue, bien sûr. On quitte l'APL, direction cette fois-ci la Liga, et on commence tout d'abord avec l'Atlético Madrid qui joue contre Retafe. Je crois que c'est un derby, parce que je crois que Retafe c'est dans la banlieue de Madrid. Bref, 3-0 pour l'Atlético, et regardez, un buteur, triple buteur, c'est Antoine Griezmann qui a marqué 3 buts. Félicitations à Griezmann, donc 3 tirs cadrés pour l'Atlético Madrid. 3 buts marqués, donc voilà, ultra efficace. Donc il a marqué ses 3 buts en l'espace de 51 minutes de jeu exactement. Il a déjà marqué ses 3 buts, Griezmann. Donc cette saison, Griezmann, c'est 24 buts et 8 passes D, toutes compétitions confondues. Si on rajoute la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, tout ça. Donc magnifique saison, bien sûr, de Grisou. Il y avait des autres matchs. Le FC Séville contre Cadix, 1-0 pour Cadix. Séville, toujours en roue libre cette saison. Le Celta Vigo, 2-1 contre l'équipe de Bilbao. Et il y avait le Rayo Vallecano, 2-1 contre l'équipe de Grenade. Voilà tous les résultats avec 4 affichés. Du côté de la Liga, et le classement, ça donne quoi?
Bah ça donne ça, et ça donne qu'on connaît les 4 premiers et du coup les 4 équipes en Ligue des Champions, le Real, le Barça, Gérone et l'Atlético Madrid qui valide, avec cette victoire hier, valide sa 4e place. Surtout Bilbao s'est incliné, j'ai dit Bilbao, ils ont perdu 2-1 du côté du Celta Vigo, donc du coup Bilbao ne pourra pas jouer la Ligue des Champions, parce qu'il y a combien, il y a 9 points d'écart entre les deux équipes là, il reste plus que 2 matchs à jouer, donc 6 points à donner, donc voilà, l'Atlético sera au moins 4e, voire peut-être plus, ils peuvent grappiller des places bien sûr, et le bilan incroyable de Diego Simeone avec l'Atlético Madrid, 12 saisons pleines, 12 qualifications Ligue des Champions depuis qu'il a rejoint et entraîne cette équipe de l'Atlético. À chaque fois, l'Atlético s'est qualifié en LDC. Avant son arrivée, les gars, le club ne s'était qualifié pour cette compétition que 8 fois dans son histoire, 8 fois avant. Et là, depuis qu'il est là, en place, sur les 12 dernières années, 12 fois ils sont qualifiés. Donc la plus grande légende du club, tout simplement, Diego Simeone. On continue avec le programme du côté de la Liga, parce qu'il y a aussi du football aujourd'hui. Il reste quelques matchs. Donc Las Palmas, Betis, Almeria, Barcelone et Real Sociedad contre Valence ce soir à 22h. Donc voilà le programme du côté de l'Espagne. Il y avait aussi une grosse affiche, c'était la finale de la Coupe d'Italie qui s'est jouée hier à 18h entre l'Atalanta Bergame qui avait passé correction 3-0 à Marseille. Mais la Juve, les gars, ça a été beaucoup plus compliqué que Marseille pour l'Atalanta, parce que la Juve s'est imposée 1-0 dans cette finale. Et donc Vlahovic, l'unique buteur du match en tout début de match. Allegri en fin de match, les gars, il a pris un rouge, il a disjoncté un petit peu le coach de la Juventus Turin, mais voilà, la Juve s'impose lors de cette finale et la Juve gagne la Coppa, la Coupe d'Italie, parce que je vois la Coppa, mais la Coppa Italia, voilà, pour parler en italien, bref. Donc félicitations, donc dans une finale peu animée, regardez les tirs cadrés, les gars, l'Atalanta c'est 13 tirs, 0 tirs cadrés. Pas un arrêt, les gars, du gardien de la Juve. Donc ça a été très tranquille. Et la Juve sur 9 tirs, 2 tirs cadrés et ils ont marqué un but. Donc félicitations à la Juventus Turin qui remporte sa 15e Coupe d'Italie de son histoire. C'est l'équipe la plus titrée en Coupe d'Italie. Donc elle compte 6 trophées de plus que les 2 qui sont ex-aequo après qui suivent l'AS Roma et l'Inter qui sont avec 9 trophées. 9 trophées pour la Roma et l'Inter. Et la Juve 15 Coupe d'Italie dans son histoire. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de la Juventus Turin. Quelques photos, les gars, donc voilà du sacre, on peut dire, de cette équipe de la Juve qui évite, on peut dire, la saison blanche. Donc voilà, on peut voir Vlahovic, on peut voir Allegri, malgré le rouge qu'il a pris, il était très content bien sûr à la fin de la rencontre. N'oubliez pas qu'Allegri devrait quitter bien sûr cette équipe de la Juventus Turin en fin de saison. Et concernant le buteur Vlahovic, avec la coupe, et Vlahovic l'unique buteur, donc le Serbe a été décisif à 24 reprises cette saison, 36 matchs, 16 buts et 8 passes D pour Vlahovic, en plus buteur lors de cette finale. Félicitations à lui. On continue aussi rapidement avec un match, les gars, qui s'est joué hier. C'était une demi-finale de l'Euro U17 féminin entre l'Espagne et la France. Regardez la correction prise par les Françaises, il y avait 6-0 à la mi-temps. On s'est dit, elles vont reprendre le même en deuxième période. Bon, il n'y a pas eu de remontada, non, pas du tout. Bon, elles ont marqué, elles ont gagné, on va dire, à deuxième mi-temps. Mais bon, elles se font éliminer. Mais voilà, 6-0. Elles ont pris une sacrée correction contre les Espagnols. Donc, ça sera un Espagne-Angleterre. Parce que l'Angleterre a gagné l'autre demi-finale 2-0 contre la Pologne. Voilà, en finale, on peut dire, de l'Euro U17 féminin. On continue avec le gros événement de la journée. C'est tout simplement ce soir. On est le 16 mai. Depuis longtemps, je dis que le 16 mai, c'est la liste de Deschamps pour l'Euro. C'est ce soir. On est le jour J, les gars. Ça sera à 20h. Ça sera sur TF1 qui dévoilera sa liste, tout simplement, Didier Deschamps. Et quelques infos concernant cette liste, parce que Bradley Barcola devrait être appelé pour la première fois avec les Bleus. On a parlé tout à l'heure, les gars, mais voilà, il devrait bien être dedans. Et je crois que même l'info là datait même d'avant le match, elle datait d'hier après-midi, cette info. Donc en plus avec le gros match qu'il a fait hier soir, donc voilà, ça se confirme qu'il devrait bien être là. Ferland Mendy devrait aussi être appelé dans la liste élargie de 25 à 26 joueurs de Didier Deschamps pour l'Euro. Première grande compétition aussi pour Zaire Emery et Jonathan Klaus qui devraient aussi être appelés les deux. De Coman, blessés depuis quelques temps, et Tchouaméni seront également normalement dans la liste, malgré qu'ils sont blessés actuellement. Tchouaméni, n'oubliez pas qu'il est même incertain pour la finale de la Ligue des Champions. Donc les deux devraient également être présents. Donc voici la liste probable de l'équipe de France au gardien. Ça peut encore beaucoup bouger, parce qu'on la connaîtra officiellement ce soir, la liste à 20h. Areola, Mike Maignan, Brice Samba, les 3 gardiens. Les défenseurs de Koundé, Klose, Pavard, Konaté, Saliba, Théo Hernandez, Digne ou Ferland Mendy. Bon, j'espère Ferland Mendy plutôt que Lucas Digne. Donc Lucas Hernandez, pas là. Il y a bien son frère Théo, mais Lucas blessé, donc il ne sera pas là. Les milieux de terrain, Kamavinga, Youssouf Fofana, Rabiot, Zaire Emery, Tchouaméni, Griezmann, Guendouzi ou Rabiot. Entre les deux, je ne sais pas qui sera pris. Et on attaque, les gars, donc Dembélé, Giroud, Kolo Muani. Qu'est-ce qu'il fait là, Kolo Muani? Je ne sais pas, les gars, je vous cache pas, les gars. Kolo Muani, il n'a pas joué de la saison. Quand il joue, il a été nul. Et il est dedans, ça, quand même, s'il est dedans, les gars, sort. Ça, je pense que ça sera un gros scandale parce qu'il y a tellement de joueurs. Moi, je pars sur Ben Yedder, les gars. Ben Yedder est bien meilleur cette saison que Kolo Muani. Ce serait fou, quand même, de voir Kolo Muani dans la liste. Bref. Mbappé, Thuram, Coman ou Barcola ou Diaby. Voilà à quoi pourrait ressembler la liste des Bleus ce soir. Donc verdict officiel ce soir à 20h.
Et concernant Mike Maignan, heureusement qu'il est bien là parce que Mike Maignan, n'oubliez pas qu'il est incertain depuis quelques semaines. Hein. Il est bien de retour, hein, indisponible depuis plusieurs semaines suite à une blessure à l'adducteur droit. Le portier des Bleus a fait son grand retour dans le groupe des Milanais. Donc il pourra même jouer samedi contre le Torino, lors de l'avant-dernier match de l'AC Milan cette saison. Donc voilà, s'il peut jouer ce week-end, c'est qu'il sera disponible bien sûr pour l'Euro. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que il faut ce gardien, bien sûr, pour l'équipe de France, pour l'Euro. Hugo Ekitike sur l'équipe de France. Bon, il ne va pas être rappelé, Hugo Ekitike, bien sûr, mais il a dit, hein, je vais regarder l'Euro à la télé. Ça, c'est sûr. Hein, si je monte mes qualités ici par la suite à Francfort, mon rêve de jouer pour la France pourra devenir réalité. Je ne me fixe aucune limite. Hein, bien sûr, je peux encore m'améliorer. Hein. Bon, oui, bien sûr, il peut s'améliorer. Mais voilà, son objectif, il le dit, les gars, c'est d'essayer plus tard d'intégrer le groupe équipe de France. Voilà, il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement pour intégrer ce groupe France. Et Jean-Philippe Mateta lui aussi pense à l'équipe de France et l'attaquant de Crystal Palace, un joueur qu'on parle peu parce que peut-être il joue à Crystal Palace, mais il fait une belle saison à ce joueur. Il a dit c'est dans ma tête, hein, quand je m'entraîne, quand je me réveille, je fais tout pour performer et un jour si Didier Deschamps peut penser à moi, je serai prêt à l'aider à n'importe quelle manière. Donc voilà, concernant Mateta, les gars qui rêvent tout simplement des Bleus. Concernant d'autres sélections aussi, là ça va dévoiler, hier par exemple j'avais dévoilé la liste de la Hongrie, hein, je crois qu'elle était la première nation européenne de l'Euro qui a dévoilé sa liste officielle. Donc là ça va s'enchaîner avec l'équipe de France ce soir, puis là il y aura l'Allemagne, l'Espagne, toutes les listes là vont être dévoilées là, dans les prochains jours. Donc Nagelsmann, coach de l'Allemagne, hein, a décidé de ne pas convoquer Brandt pour l'Euro. Donc auteur comme de 16 passes D et 9 buts cette saison, le finaliste de la Ligue des Champions ne portera pas le maillot de la Mannschaft. Hein. C'est pas encore officiel, on n'a pas vu encore la liste officielle de l'Allemagne. Mais d'après les rumeurs en Allemagne, il ne devrait pas être appelé Brandt. Hein. Ce serait quand même une grosse surprise, surtout au vu de la saison qu'il est en train de réaliser. Du côté de l'Italie, donc n'oubliez pas que l'Italie, hein, l'équipe qui a gagné le dernier Euro, est officiel. Nicolo Zaniolo ne disputera pas l'Euro 2024 avec l'Italie parce qu'il s'est blessé lors du dernier match avec Aston Villa le week-end dernier. Il s'est blessé. En gros, malheureusement, je vais devoir renoncer au rêve de représenter mon pays dans une grande compétition. Mais ce jour viendra, j'en suis sûr. Et il sera beau aller à Zurich. Donc voilà, c'est officiel, il ne pourra pas disputer l'Euro. Donc ça c'est un coup dur pour le joueur et bien sûr pour la sélection italienne. Du côté d'une équipe favorite à l'Angleterre, et Gareth Southgate sur son équipe avant l'Euro, il a dit on essaie de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent écrire l'histoire parce que oui, hein, pour moi je vois 3 sélections au-dessus des autres, hein, la France, le Portugal et l'Angleterre, et c'est peut-être parmi les 3, peut-être ceux qui sont plus armés reste peut-être l'Angleterre les gars, c'est quand même une sacrée équipe, hein, et c'est vrai que voilà ce qu'il leur a dit, hein, c'est de les faire prendre conscience qu'ils peuvent bien sûr écrire l'histoire et gagner à cet Euro. N'oubliez pas que la dernière fois ils avaient atteint la finale, hein, quand même, cette sélection anglaise. Hein. Southgate, sur les favoris à l'Euro, il a dit ça peut être la France, le Portugal, l'Allemagne. 8 des 10 meilleures équipes du monde sont européennes. La Croatie peut battre l'Italie, l'Espagne peut battre les Pays-Bas. En gros, c'est vrai qu'il y a aussi l'Allemagne, hein, voilà, qu'on peut peut-être penser en favori parce qu'ils jouent comme à domicile. L'Allemagne, ils ont montré de belles choses lors des derniers matchs. C'est vrai que voilà, l'Euro, les gars, c'est comme une coupe, hein, on peut dire très très relevée au vu bien sûr de la qualité des équipes qui y jouent. Southgate revient sur le France-Angleterre de 2022, le quart de finale de Coupe du Monde. Il a dit à la fin du match dans le vestiaire, mes joueurs étaient persuadés qu'ils auraient pu gagner. Ah oui, bien sûr, ils auraient pu gagner. On se souvient le penalty loupé d'Harry Kane qui avait tiré au-dessus de la barre transversale. Ils avaient des occasions, mais bon, la France a été plus efficace. Et on sait que dans le football, il faut être plus efficace que son adversaire. Et Southgate sur l'apport et l'évolution récente de Jude Bellingham. Il a dit, Jude me rappelle Steven Gerrard. Même quand l'adversaire donne l'impression de prendre le contrôle d'un match, ce sont des joueurs capables de faire basculer la partie. Par leur mentalité, ils influencent leurs coéquipiers. Son leadership se fait ressentir dans la manière dont il joue. Jude est très respectueux des joueurs plus âgés comme Jordan Anderson ou Harry Kane. Mais quand ceux-ci étaient absents face à la Belgique et que Declan Rice était capitaine, les voix que l'on a entendues dans le vestiaire étaient celles de Declan et de Jude. Quand les 4 n'étaient pas là, c'était la jeunesse, on va dire les jeunes, les futurs leadership de cette équipe. Declan Rice ou même Jude Bellingham qui avait pris la voix tout simplement pour remobiliser l'équipe anglaise. C'était contre la Belgique, c'était lors du dernier rassemblement. On continue, on va parler de Lyon. Je l'avais dit hier, que hier à 10h du matin exactement, Lyon allait dévoiler son nouveau maillot. Tiens, voilà, il ressemblera à ça les gars, maillot homme et maillot fille pour la saison prochaine. Donc beau maillot, je trouve très beau, toujours avec Adidas et Mireille Flybetter. Donc voilà le maillot version domicile bien sûr de l'Olympique lyonnais. Concernant l'Olympique de Marseille, donc Lyon c'est officiel, Lyon ça a été dévoilé, Marseille c'est pas encore officiellement dévoilé, mais pour être dévoilé là dans les prochains jours, avant peut-être le dernier match de Marseille contre le Havre, où Marseille pourra peut-être jouer avec ce maillot là. Donc voilà, ça devrait bien être ce maillot là, le futur maillot de l'Olympique de Marseille version domicile. Et concernant Tottenham aussi qui va bientôt dévoiler ses maillots comme toutes les autres équipes, voilà,
ça fuite, le maillot extérieur de Tottenham pourrait ressembler à ça, donc un maillot de couleur, on peut dire violet. On va parler de Jérémy Frimpong, pourrait quitter le Bayer Leverkusen cet été. Manchester City, Manchester United et Arsenal veulent activer sa clause libératoire de 35 millions d'euros, seulement 35 millions d'euros pour un joueur qui vient de faire une saison comme ça. C'est cadeau, on peut dire. 44 matchs, 14 buts, 12 passes D pour un défenseur droit. Donc bien évidemment, les grands clubs anglais s'intéressent à Jérémy Frimpong. On va parler de quelques infos coach. Accord de principe entre la Juve et Thiago Motta, contrat de 2 ans plus une année en option, salaire de 3,5 millions d'euros par an. Il ne manque plus que la signature pour que ça soit officiel. Tout à l'heure, on a parlé d'Allegri, le coach de la Juve, qui va quitter la Juve avec un trophée, la Coupe d'Italie, mais voilà, il ne va pas rester à la Juve, donc ça devrait être Thiago Motta, le futur coach de la Juventus Turin. Officiel, on va parler de l'adjoint de Klopp depuis 2015 du côté de Liverpool, donc c'était son bras droit, on peut dire, donc il s'agit de Pep-Jean Linders, voilà, donc va devenir l'entraîneur du Red Bull Salzbourg à la saison prochaine, voilà, c'est officiel, c'est signé, donc voilà, c'était l'adjoint de Klopp, mais vu que Klopp arrête la saison prochaine, donc lui a envie de continuer, tout simplement, donc maintenant il devient entraîneur principal d'une équipe en Autriche, donc on lui souhaite bonne chance. Toujours avec les entraîneurs, donc Didier Digard pourrait faire son retour à l'OGC Nice. Cette piste est envisagée par certains partisans de l'Inter parce que Farioli devrait partir du côté de l'Ajax Amsterdam, le coach actuellement italien de Nice, et du coup Didier Digard, ancien coach de Nice, devrait revenir sur le banc de Nice pour la saison prochaine. Concernant Thomas Tuchel, ça se confirme, Thomas Tuchel devrait rester sur le banc du Bayern. Pourtant ça avait été officiel il y a quelques semaines sans son départ, mais en gros il y a eu tellement de refus que le Bayern va peut-être garder Thomas Tuchel. Harry Kane et Leroy Sané militent pour que Thomas Tuchel reste sur le banc du Bayern la saison prochaine. D'autres cadres comme Neuer, Müller ou même Musiala soutiennent cette idée qu'il faut garder tout simplement Thomas Tuchel sur le banc du Bayern. Concernant des autres entraîneurs, les entraîneurs du PSG, c'est que les entraîneurs du PSG sont-ils snobés au trophée UNFP? C'est vrai que là, par exemple, le meilleur entraîneur de la saison, c'était Eric Roy avec Brest. Mais regardez, les dernières années, les gars, on peut voir, l'année dernière, c'était Lens, l'entraîneur de Lens, Franck Hens, Genesio, Galtier. Un coup, ça a été à cause du Covid, et Galtier, Lille, mais aucun entraîneur du PSG a remporté comme le prix sur les 6 dernières années, alors que le PSG a quasiment à chaque fois remporté le championnat. Donc on se dit qu'à chaque fois, ils sont snobés, on a l'impression, au trophée UNFP, les entraîneurs parisiens. On va parler de Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. McCourt est en lice pour le rachat de l'application TikTok. Donc l'homme d'affaires américain s'associerait avec des fonds d'investissement pour financer le rachat, où on parlerait de plusieurs milliards. Milliards pour acheter bien sûr la plateforme TikTok. Donc voilà, lui il n'est pas du tout concerné avec le football, parce qu'on ne voit jamais par exemple Marseille qui a joué des matchs hyper importants, par exemple la demi-finale aller contre l'Atalanta Bergame. Un match très important bien sûr pour l'OM cette saison, il n'était même pas dans les tribunes, Franck McCourt, qui n'a rien à faire de l'OM. C'est dommage, donc regardez, il pense plutôt à acheter par exemple l'application TikTok. Donc vivement que Marseille se fasse racheter. Et j'entends toujours moi des rumeurs, même si ça sort pas trop les gars, que Marseille pourrait se faire racheter très prochainement par un fonds saoudien. Le numéro d'Ederson a fuité. Regardez les messages envoyés par les fans d'Arsenal et Tottenham. Donc ne laisse entrer aucune balle ce soir, tu vas faire trembler Arsenal. Ou salut beau Brésilien, combien pour une belle nuit ce soir. Donc voilà, en gros son numéro a fuité. Donc il a reçu beaucoup de messages Ederson. Donc quand c'est ça, ne laisse entrer aucune balle ce soir, c'était lors du match entre Tottenham et Manchester City, c'était mardi soir. Xabi Alonso, les gars, il a dit la Bundesliga n'est pas terminée, nous respectons Augsbourg, parce que les Leverkusen, il ne reste plus qu'un match à jouer en championnat, c'est contre Augsbourg, dernière équipe. Il a dit qu'on respecte beaucoup Augsbourg, puis voilà, s'ils ne perdent pas, ils auront fait une saison sans perdre, ça sera incroyable pour eux. L'Atalanta Bergame, futur adversaire qu'ils ont en finale d'Europa League, il a dit c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, avec un plan clair, avec une grande mentalité et une grande équipe. Nous avons nos chances, mais ça sera serré, c'est le haut niveau. Donc n'oubliez pas que les Leverkusen, il leur reste 3 matchs, un match de championnat contre Augsbourg, il leur reste également la finale contre l'Atalanta et la finale de Coupe d'Allemagne, contre l'équipe de Kaiserslautern, qui sera le dernier match de la saison pour cette équipe de Xabi Alonso. Chelsea va recevoir environ 6 millions d'euros grâce à une clause de transfert d'Eden Hazard malgré sa retraite. La qualification du Real Madrid en Ligue des Champions active cette clause négociée en 2019. En gros, il y avait une clause. Voilà, un bonus tout simplement, que c'est le Real Madrid atteignait, je sais pas combien de Ligue des Champions, j'en sais rien, et il devait donner encore une somme à Chelsea. Donc voilà, même s'il a pris sa retraite depuis un an, le Real va devoir donner 6 millions d'euros de plus à l'équipe de Chelsea. Mathys Tel, les gars, restera un joueur du Bayern Munich la saison prochaine, peu importe l'entraîneur qui sera sur le banc bavarois. Donc pour l'instant c'est Thomas Tuchel en plus, bien parti pour rester, mais lui les gars, peu importe l'entraîneur, les gars, il restera du côté du Bayern, l'ancien joueur de Rennes. Xavi, concernant la situation de Victor Roque, un joueur qui est complètement mis de côté du côté du
Barça. Il a dit: nous n'avions pas l'intention de le faire venir en décembre. Voilà, c'est fou déjà, il a dit ça en conférence de presse, c'était hier, avant le match ce soir du Barça contre Almeria. Donc en gros, ils n'avaient même pas envie de le faire venir en décembre. Il est arrivé en janvier. Voilà, donc en gros, il ne compte pas sur lui, il le montre parce qu'il le fait très rarement jouer. De nombreux joueurs sont en fin de contrat cet été, donc aujourd'hui on est le 16 mai. N'oubliez pas que dans 1 mois et 14 jours exactement, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Par exemple, regardez, tous ces joueurs sont des joueurs de Ligue 1, seulement Ligue 1. Parce qu'on peut prendre aussi en Angleterre, en Espagne, peu importe. Mais voilà, tous ces joueurs, comme Mbappé, Ben Yedder. Ben Yedder, en fin de contrat, il va quitter l'équipe de Monaco. Yazissi, Pape Gueye, voilà, Gueye qui devrait signer du côté de Villarreal. Mbappé du côté du Real. Ben Yedder, je sais pas. Yazissi, il a des touches, beaucoup de touches en Italie. Donc voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat. On peut voir Keylor Navas, on peut voir, je sais pas, tous les joueurs là. Alexandre Letellier, tiens, un gardien du PSG, André Ayou, qui avait signé quelques mois du côté du Havre. Voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat. Le Paris Saint-Germain a informé le camp de Xavi Simons qu'il n'a pas l'intention de le vendre cet été. Si le joueur ne souhaite pas revenir, un nouveau prêt sera envisageable. Voilà, parce que lui déjà il ne souhaite pas revenir du côté de Paris. Et du coup le PSG ne veut pas le vendre là cet été. Mais ils le vendront peut-être l'été 2025, mais ils devraient de nouveau le prêter encore. Donc ça sera au joueur de décider où il souhaite partir. Puis j'entends beaucoup la rumeur FC Barcelone. Officiel, Daley Blind prolonge jusqu'en juin 2026 à Gérone. En plus, il va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc voilà, ce joueur, les gars, reste et prolonge du côté de l'équipe de Girona. Officiel, Victor Boniface a été élu rookie de la saison en Bundesliga. Donc rookie, en gros, ça veut dire meilleur recrue. Voilà. Donc l'international nigérian aura inscrit 13 buts et délivré 9 passes dès cette saison. Voilà, donc il a déjà été 4 fois rookie du mois, mais là il est rookie de la saison en gros en Bundesliga par rapport à la meilleure recrue de la saison. Donc félicitations bien sûr à Victor Boniface. Le trophée des champions 2024 se déroulera à Pékin, en Chine. Donc le PSG affrontera soit l'équipe de Lyon, potentiel gagnant de la Coupe de France, soit l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1, une semaine avant la reprise du championnat. Voilà, c'est toujours le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Mais si le PSG gagne 2, ce sera le premier contre le deuxième de la Ligue 1. Donc soit un PSG Lyon, soit un PSG Monaco lors des trophées des champions qui se déroulera en Chine. Donc voilà, ça sera une semaine avant le début du championnat. Ça sera normalement peut-être le 1er août par là, la date. Le FC Barcelone pourra affronter l'Olympique de Marseille en match amical cet été dans le cadre du trophée Gamper. C'est toujours le premier match qu'ils font. C'est avant la première journée de championnat. Ils font toujours un match amical du côté de leur stade, le Barça. Donc ça pourrait être l'OM, l'adversaire. Le club catalan priorise un adversaire qui fête ses 125 ans ou qui les a déjà. L'AC Milan et le Werder sont également cités. Francfort aurait pu être de la partie, mais le club Blaugrana ne veut pas retenter l'expérience après les événements entre les deux clubs en 2022. On se souvient, il y avait eu, souvenez-vous, Camp Nou, les gars, il n'y avait que des supporters de Francfort. Il y a au moins 30 000 supporters de Francfort qui étaient venus du côté du Camp Nou, qui étaient tout blancs avec les supporters de Francfort. Donc c'est pour ça que Francfort, en gros, un peu écarté. On peut voir que Marseille, les gars, est un club envisagé par le Barça pour jouer ce trophée Gamper. On continue les gars, on va finir avec Vini Junior aujourd'hui. Donc regardez, Vini Junior, une déclaration de lui, c'était le 23 mai 2020. Donc là, regardez, il y a quasiment dans quelques jours, les gars, ça va faire 4 ans, jour pour jour, il avait dit à ma finition, parce qu'à l'époque, là, au mois de mai 2020, il était tellement critiqué, parce qu'il avait tellement d'occasions qu'il tirait tout à côté que c'était plus possible. Il a dit, ma finition, je suis le premier à dire qu'on peut toujours s'améliorer jusqu'au dernier jour de sa carrière. Croire qu'on n'a plus rien à apprendre serait un manque de respect pour cette profession. Je progresserai jusqu'au dernier jour de ma carrière. Et c'est que si on fait le bilan, les gars, 4 ans, jour pour jour, quasiment plus tard, mais il a sacrément progressé en finition avec tous les buts qu'il a inscrits. Et dire qu'aujourd'hui, il figure parmi les favoris du Ballon d'Or, ça va vite le football, c'est vrai. Il va en plus certainement le remporter, le Ballon d'Or, s'il continue comme ça. Vini Junior, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.